Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Vous écoutez la deuxième partie de l'interview de Pauline Boyer. Tout au long du livre, en fait, on voit vraiment l'importance de l'anticipation et d'une vision à long terme. Par exemple, page 145, je cite: « Là où la lutte violente forme des combattants au maniement des armes avec une logique court-termiste d'élimination des problèmes, la lutte non violente fait émerger des citoyens. » Alors, vous appliquez l'écriture inclusive, mais quand on lit, c'est pas facile oralement, ça pose problème, l'écriture inclusive. Donc, bon, je mets au masculin. La lutte non violente fait émerger des citoyens en mesure de s'opposer à des adversaires tout en préfigurant la société qu'ils et elles veulent faire émerger pour être prêts lorsque l'occasion du changement radical se présente. Et page 147, dans la même lignée: « En connectant nos luttes au quotidien des plus précaires, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour construire un chemin adapté aux enjeux actuels, tout en anticipant sur l'avenir. » L'anticipation et une vision claire de ce que l'on souhaite établir, ça c'est toujours très important, ça revient tout le long du livre. Alors, c'est très important de savoir où on va, oui, le monde dans lequel on veut vivre. Voilà. Mais ça permet aussi d'avoir une base pour agir en tenant compte du réel. Parce que c'est ça, la non-violence, c'est pas vraiment quelque chose d'utopique, c'est quelque chose qui se frotte à la dureté de la réalité. Parce que c'est quand on rentre en action qu'on revoit ces théories, en général. Eh oui. Parce que la théorie oui, et la pratique sont deux choses différentes. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on est toujours dans une forme d'expérimentation et surtout dans une nécessité absolue d'adaptation à la réalité. Oui, il y a une optimisation, on sent des process, des luttes en permanence, quoi. C'est ça, et oui, aussi une nécessité de réagir à l'actualité. Parce que quand on a pour objectif que le pipeline ICOP ne voit pas le jour, eh bien, on a besoin d'être à l'affût pour voir, ok, quelles sont aujourd'hui là les opportunités qu'on a pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient contre ce projet. Qui comprennent les enjeux. C'est ça, et donc oui, c'est aussi de réagir à l'actualité. Voilà, il y a l'AG Total, donc on va remettre un ultimatum à Total pour que ses actionnaires s'engagent à sortir de ce projet, etc. Donc, voilà, il y a des nécessités de réaction, de penser la lutte, et en même temps, une part de spontanéité. Et oui, là, notamment dans des luttes comme ça, c'est important. Mais juste, il ne faut pas croire que les luttes sont magiques, apparaissent de manière magique, oui, et restent dans le temps de manière magique. Ça c'est pas possible. Oui. Donc derrière Extinction Rebellion, derrière Alternativa, NVCOP 21, derrière Dernière Rénovation, il y a des objectifs clairement identifiés, une organisation qui sait comment elle fonctionne et qui avance. Alors, il y en a beaucoup plus, j'en cite juste quelques-uns. Oui. Voilà. Mais, et c'est ça, très, très structuré, quoi. En amont, c'est beaucoup de travail pour arriver à un moment où il se passe quelque chose, quoi. Exactement. Les actions sont la face émergée de l'iceberg, et derrière, il y a énormément de travail et aussi une théorie du changement qu'on a. On n'a pas tous la même. Oui, mais ça ressort aussi dans le livre. Tous les mouvements n'ont pas la même, mais oui, c'est pas grave en fait. L'objectif, c'est de savoir ce qu'on veut. Par exemple, L214, qui est une organisation donc, de personnes qui sont véganes et qui luttent contre la maltraitance des animaux. Oui, je leur ai consacré un podcast aussi. Ouais, c'est magnifique. Et ça se recoupe avec tout ce qu'on est en train de discuter, exactement. Y compris sur l'Amazonie et tout ça. Ils appliquent complètement les stratégies de lutte non violente. Et ils ont un but, c'est ça, c'est arrêter la maltraitance d'animaux. Et donc, c'est, voilà... Dernière Rénovation qui s'est lancée a un but, c'est mobiliser le plus de personnes possible pour qu'elles passent à la désobéissance civile, pour faire pression sur le gouvernement, pour qu'il y ait un grand plan de rénovation qui soit mis en place très rapidement. Par rapport au climat ? Par rapport au climat, parce que c'est une des mesures qui permettrait de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre en isolant les logements. Oui. Et donc en même temps, en améliorant le confort de vie des gens, en donnant un confort de vie aux 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en France en état de précarité énergétique. Donc eux, leur axe, c'est ça.
Eux, leur axe, c'est ça. D'accord. Mais derrière ça, il y a le fait d'avoir c'est la nécessité d'avoir des jeunes et pas que des jeunes d'ailleurs, d'avoir des gens qui passent à la désobéissance civile, parce que les décisions politiques sont beaucoup trop lentes aujourd'hui pour une transformation. Pour la transformation qui est nécessaire. Qui nous permettent de nous en sortir. Voilà, c'est ça. Et donc, Alternativa, NVCOP21 ont aussi ces objectifs-là de faire passer le plus rapidement possible à l'action pour créer un mouvement massif. Et en même temps, il y a aussi énormément de batailles qui sont menées sur des choses particulières, par exemple sur la taxonomie européenne, qui est ce nom un peu barbare, mais qui est une liste d'énergies classées vertes et donc nécessaires à la transition énergétique en Europe. Et là, en fait, il y a les lobbies qui se sont mobilisés, les lobbies du nucléaire et du gaz fossile qui se sont mobilisés pour faire inclure dans cette liste d'énergies vertes ou qui permettent la transition, donc le nucléaire et le gaz fossile qui sont une fausse solution, une solution qui engendre un danger pour l'environnement et la population, qui est le nucléaire, et qui génère des déchets qu'on ne sait pas gérer, et le gaz fossile qui est un puissant gaz à effet de serre. Donc, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est pas juste pour avoir la belle étiquette énergie verte, c'est qu'en étant dans cette taxonomie, en ayant l'étiquette verte, ça leur permet d'avoir des subventions. En fait, là, on parle de flécher des milliards de dollars dans des énergies qui vont encore émettre des gaz à effet de serre, ou alors qui sont trop lentes à développer et qui génèrent un risque nucléaire pour la population et l'environnement, et qui génèrent des déchets. Pour une centrale qui va marcher 40 ans, on a des déchets qui vont durer des centaines de milliers d'années. Mais là, il me semble que ça a bougé un peu récemment, non ? Alors, justement, ça a bougé. Et là, il faut se rendre compte que derrière cette bataille, il y a énormément d'organisations qui font du plaidoyer. Donc c'est aussi un moyen d'action différent, des plaidoyers, il y a des recours juridiques, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y a des rapports qui sont... donc Greenpeace a publié, notamment, on a publié un rapport sur l'influence des lobbies russes dans le fait de proposer l'inclusion du gaz fossile et du nucléaire dans la taxonomie européenne, parce que ça servirait les intérêts des entreprises russes liées à Vladimir Poutine. Et donc, voilà, et on voit aussi derrière tout ça le travail énorme qui est invisible complètement que font les organisations pour tenter d'éviter que cet outil qu'est la taxonomie européenne, qui est nécessaire pour la transition énergétique parce qu'il va flécher des milliards de dollars, ne soit pas dévoyé et ne soit pas aussi utilisé pour financer la guerre en Ukraine notamment, quoi. Oui, parce que là, c'est quasiment du détournement de fonds, quoi. Voilà, si on regarde ça par rapport à l'urgence climatique et par rapport aux pays qui vont en bénéficier, c'est ça. Donc, on est constamment, sur tous les fronts, on voit qu'il y a des milliers de personnes qui se mobilisent constamment de tous les pays. De plus en plus, là, quand même, on peut dire. Même si on n'a pas les chiffres exacts, on voit bien dans les mouvements, même Alternativa et COP21, depuis les débuts, comme tu disais tout à l'heure, où vous étiez que quelques-uns. Aujourd'hui, on voit qu'il y a du monde quand même. Il y a de plus en plus de monde de personnes qui se sentent en incohérence totale avec ce qu'on leur a proposé dans leur éducation, dans les écoles qu'ils ont faites. Donc on voit la déclaration des étudiants d'AgroParisTech. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer tellement j'étais heureuse. C'était jubilatoire. Quand on a un peu conscience de l'urgence et effectivement de la réalité de ce qu'ils disaient, on se dit, enfin, il faut que les choses soient dites, quoi. Il faut que les choses soient dites, et nous refusons de participer à ça. Et nous allons non seulement construire, alors il disait, moi je vais dans la Drôme, moi je vais à Bure résister contre le projet de stockage des déchets nucléaires en couche ultra profonde. Ils ont tous, ils avaient un engagement à la fois personnel de mettre en accord leur vie avec ce qu'ils voient qui est nécessaire pour avoir un mode de vie beaucoup plus sobre, et en même temps d'engagement dans les luttes qui font changer le système. Oui. Et qui empêchent les projets qui aujourd'hui sont vus par beaucoup de personnes comme qui sont considérés illégitimes et absurdes, comme tout projet de construction d'infrastructures
d'énergie fossile, d'infrastructures aéroportuaires et parfois routières aussi, de toute la bétonisation, de l'artificialisation des terres. Donc c'est aussi partout, il y a des gens qui bataillent contre ça. Et plus on sera efficace dans nos manières d'agir, et plus on va avoir des résultats, et plus ça motive aussi les gens. Et Ogarit Younan, que je cite, que nous citons dans le... Femme libanaise, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, moi qui m'a vraiment... j'avais écouté un podcast d'elle. Oui, j'ai noté, je vais l'écouter, je pense. Parce que tu mets beaucoup de références, vous mettez beaucoup de références, c'est ça qui est super aussi. Oui, parce que c'est aussi pour donner, voilà, on peut aller beaucoup plus loin que le livre si on a envie. Et enfin, moi, je suis vraiment passionnée par ces sujets-là. Johan aussi, donc on a mis des références. Donc cette femme... Et donc Ogarit Younan a fondé le premier mouvement non violent libanais. Ils ont milité beaucoup contre la peine de mort et ils ont obtenu des avancées et on a des exemples d'actions vraiment fortes à ce sujet-là et contre la guerre aussi. Donc c'est eux qui ont initié aussi ces actions là-bas, ces actions de mettre des fleurs dans les canons et tout le monde se moquait d'eux. Et en fait, tout le monde le faisait après parce que ça donnait des images tellement puissantes que ça bouscule les consciences. Ça me faisait penser à la légende du colibri qu'on connaît aujourd'hui par plein de voix, mais moi que j'avais connu par Wangari Maathai avec le petit dessin animé là, et où une action, au début qui est moquée en fait. Parce qu'elle semble, là encore, ridicule, minuscule, inefficace, et puis qui finalement arrive à se déployer et à faire quand même bouger des choses. Parce qu'on voit qu'elles sont efficaces et qu'elles interpellent. Et c'est souvent ce qu'on dit, c'est que en fait notre message, notre action, quand on voit la photo, elle doit interpeller les mentalités en disant « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi ils font ça ?» Et c'est le pourquoi de « Ah oui, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» et est-ce que c'est légitime, pas légitime ? Qui est dans la légalité dans cette action ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on l'a retrouvé notamment dans les décrocheurs de portraits, nos avocats qui nous ont puisque pas beaucoup, tu as fait partie des décrocheurs de portraits qui ont été maltraités, malmenés. J'ai suivi, j'ai signé les pétitions. Mais c'est impressionnant comme être mis en procès parce qu'on a participé notamment à ces actions de décrochage de portraits du président de la République pour dénoncer pour laisser un mur aussi vite que sa politique sociale et climatique. Oui, donc dans les mairies. Dans les mairies, donc on est plus de 80 à avoir été en procès, on a été en garde à vue et on est condamnés. Donc la plupart de nous sommes condamnés pour vol en réunion et donc on a été condamnés plusieurs fois. On a eu quelques relax aussi qui ont été des victoires, dont une victoire politique énorme pour relax pour état de nécessité. Mais vraiment, il faut se rendre compte de... Donc condamné, c'est une amende ? Alors c'est une amende et puis c'est un casier aussi parce qu'on a quand même condamné pour vol en réunion. Donc on a un casier judiciaire et on est donc souvent des amendes avec sursis ou des amendes de 200 €. Enfin, moi c'est 500 € avec sursis. Moi et mes camarades ceux qui étaient avec toi à ce moment-là. Les activistes qui étaient avec moi dans ce procès et moi avons été condamnés à 500 € d'amende avec sursis. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir le soutien massif qu'on a eu, chacun et chacune d'entre nous, par des amis qui ne sont pas forcément militants, par nos familles, par des personnalités et par les avocats et les avocates qui souvent nous ont défendus pour rien ou pour une bouchée de pain parce qu'en fait ils avaient déjà vu l'histoire dans les journaux et qu'ils s'étaient indignés que des personnes puissent être jugées pour vol en réunion pour avoir fait ce type d'action qui est une action qui relève. Nous, on a plaidé beaucoup l'état de nécessité, mais aussi de la liberté d'expression. Et donc, voilà, ça, c'est la force des actions. Et donc, Ogarit Younan, ce qu'elle explique, c'est qu'on a aussi un devoir d'agir de manière professionnelle, d'être des militants, mais d'agir professionnel dans le sens d'être organisé. Ah oui, je l'ai noté cette phrase d'ailleurs. Il faut être professionnel dans les actions non violentes. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. Exactement. En fait, la tâche est tellement grande que on a besoin de se former pour être les plus efficaces possibles et surtout d'être formé à cet outil qu'elle défend beaucoup, qui est la non-violence, parce que c'est pas juste de manière
efficace, parce qu'on a beaucoup ce mot efficace aussi dans nos vies, Oui. c'est aussi le fait que ça nous fait changer notre façon de penser le monde, et que quand on est dans un système qu'on veut changer, si on réfléchit avec les mêmes schémas de pensée, on ne peut pas trouver la solution. Oui, donc c'est aussi cette proposition de culture de la non-violence qui nous fait repenser notre manière d'interagir, de militer. Et c'est ça qui est aussi très subversif, de militer, et aussi de repenser notre place dans l'écosystème. Quelle est notre place parmi tous les êtres vivants qui ne sont pas forcément humains. Voilà. Et c'est là où ça rejoint un peu toutes les luttes actuelles, parce que c'est la racine de quasiment tous les problèmes, quoi. Ce manque de respect du vivant, que ce soit du vivant des humains, quand on est dans les problèmes de discrimination, de domination, et du vivant de la faune, de la flore, de la biodiversité. On voit bien que c'est le problème fondamental aujourd'hui, quoi. En fait, en détruisant la biodiversité, en détruisant le vivant, on détruit l'être humain. Voilà. Et on va être les premiers à trinquer, parce qu'il y a des animaux qui vont réussir à s'adapter, à s'en sortir, d'autres pas. Mais nous, on sait parce qu'on entend encore quelquefois, mais c'est pour ça aujourd'hui on se rend compte qu'il y a quand même des fractures, et puis il y a une partie des gens qui arrivent à s'informer, peut-être parce qu'ils le cherchent, mais en tout cas on voit que l'information n'est pas arrivée à tout le monde. Et quand on entend des personnes nous dire aujourd'hui que de toute façon il y a toujours eu des périodes de changement climatique, oui, mais pas à cette vitesse-là. Parce que comme le changement climatique dans lequel on est, on voit bien qu'il y a une accélération qui est due à l'activité d'une partie de l'humanité, et que ce rythme-là, l'être humain ne va pas être capable de s'adapter. Alors que dans le temps, oui, il y a eu des changements climatiques, des glaciations, des réchauffements, mais c'était un rythme sur C'est sur des centaines de milliers d'années. Entre la dernière ère glaciaire et maintenant, c'est 400 000 ans, et donc c'est un changement de 5 degrés environ sur cette période-là. Et là, en 150 ans, on a fait plus 1,5 degré. Donc la rapidité du changement de température, de réchauffement de la température, engendre un dérèglement climatique. Et donc ce qui veut dire dérèglement du cycle de l'eau, dérèglement des températures, donc qui n'est pas égal, ça ne veut pas dire qu'il y a partout plus 1,5 degré. C'est des échelles de température qui sont différentes. C'est la multiplication d'événements climatiques extrêmes. Là, on a connu une vague de chaleur. Avant, c'était... Les gros grêlons, gros comme des boules de pétanque. Exactement. Les inondations. Et c'est une mauvaise répartition des pluies qui affectent notamment, qui mettent en danger la souveraineté alimentaire. Et donc, c'est déjà le cas notamment dans les pays du Sud. Et c'est donc la Banque mondiale qui a ce chiffre de 1 milliard de migrantes climatiques en 2050. Il y a une partie... Et ça a explosé, parce que j'ai retrouvé un post Facebook, moi, que j'avais partagé il y a même pas 10 ans, où l'ONU disait, je crois que c'était 250 millions pour 2050. C'est là où on voit que ça s'emballe, parce que toutes les prévisions, les chiffres sont décuplés, c'est impressionnant. Ça s'emballe, mais de toute façon, on a vu là ce qui s'est passé en Inde avec la vague de chaleur, la canicule. Les 50 degrés maintenant, à plusieurs endroits sur la planète. Et en fait, les gens meurent de chaud, dans le sens littéral du terme. Le corps n'arrive plus à transpirer, à s'autoréguler, et donc les corps ne supportent pas cette chaleur et ne peuvent pas survivre. Et donc il y a des endroits du globe qui vont devenir désertiques, qui vont devenir invivables. Donc c'est vraiment une nécessité de repenser notre manière de vivre ensemble, parce que ces personnes-là, il va falloir les accueillir. Et donc mais même en France, avec la montée des eaux, on va avoir des personnes déplacées, parce que là, visiblement, ça, bien sûr, c'est la barrière mentale qui dit que les personnes migrantes, ce sont les autres. Voilà. Mais en fait, c'est juste aujourd'hui, personne sur le globe n'est à l'abri, et ça concerne tout le monde, parce que on est tous sur la même planète, et qu'il va y avoir des déplacements de population et donc ça va déjà être une atrocité pour ces personnes de devoir quitter leur pays, leur vie. Et là, on a intérêt à s'améliorer dans l'accueil des migrants et des migrantes, parce qu'aujourd'hui, c'est une abomination totale. On ne respecte pas les droits humains. Et
Donc on a vraiment une urgence de développer la solidarité internationale, la solidarité avec nos voisins, nos voisines, nos proches, parce que la répartition des ressources. Et la répartition des ressources. Qu'il va falloir partager. Parce qu'il va falloir aussi faire face ensemble. En fait, on ne s'en sortira pas tout seul, on s'en sortira ensemble. Et nos manières de militer nous préparent à ça, nous préparent à l'organisation collective et nous préparent aussi à régler les conflits de manière beaucoup plus saine, entre guillemets, avec on a dans nos groupes des groupes, enfin des personnes qui sont dans la régulation des conflits pour justement essayer de faire en sorte de ne pas avoir des conflits qui arrivent à une cassure complète. Alors c'est des relations. Après, ça ne marche pas tout le temps, mais ça marche quand même très souvent. Et là, avec Alternative à Paris, on s'intéresse notamment, il y a quelques personnes là qui sont vraiment très en train de chercher sur la notion de justice restaurative, qui est en opposition qui est complètement un changement de paradigme par rapport à la justice punitive qu'on exerce notamment avec le nombre de personnes qui sont en prison en France, etc. Oui. Et donc cette notion-là est très prometteuse. Et qu'est-ce que c'est alors la justice restaurative ? C'est trouver une voie pour que chacun s'y retrouve à la fin du conflit. Et alors après, je pense que c'est très long à développer et qu'il faudrait certainement un autre podcast avec une autre personne que moi pour aller jusqu'au bout. Mais déjà, celles et ceux que ça intéresse peuvent aller chercher sur le net peut-être ce terme et trouver des ressources et plus d'informations. Tout à fait. D'accord. Et vous clarifiez un point aussi qui me semble très très important. Je cite, page 153, « De trop nombreuses atrocités ont été commises et le sont toujours par des individus persuadés de détenir la vérité. Face à ce danger, la non-violence place comme garde-fou le respect de la vie humaine et du vivant. » Et oui, la notion de subjectivité, c'est quand même super important d'en parler parce que les terroristes aussi pensent défendre une cause qu'ils estiment juste, dont ils sont profondément convaincus. Donc, après, il y a quand même tout un tas de personnes dans le monde qui défendent des choses, et surtout aujourd'hui avec le règne du complotisme, des fake news, tout un tas de mouvements qui se sont professionnalisés dans le fait de disséminer des fausses informations. Donc on se retrouve avec tout un tas de gens qui ont l'impression de détenir une vérité, la vérité pour eux. Et donc ça, je trouve ça intéressant que, si tu veux bien nous dire quelques mots de vous, comment vous abordez ça par rapport à ce respect encore du vivant d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est plus cette notion de garde-fou, d'humilité aussi, de se dire qu'on n'a pas la solution et aussi, si on prend par exemple le dérèglement climatique, là, ce qui est en cause, ce sont nos modes de vie. Oui. Et c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas changer de mode de vie très facilement parce qu'on est bloqué dans le système. Mais nous, on ne pense pas, par exemple, que la solution, c'est d'avoir une dictature verte. Donc, on veut aborder le changement en utilisant la démocratie. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de mobiliser le maximum de personnes avec nous et qu'on est dans cette dynamique de lutte non violente en massifiant, enfin avec un objectif de massification et de passage à l'action sur des cibles précises, etc., pour faire avancer les mentalités. Et oui, parce que pour qu'il y ait massification, il faut qu'il y ait de plus en plus de gens conscients. C'est ça. Qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'engagent et qui bougent. C'est ça. Et donc, nous faisons des actions et l'opinion publique, la fameuse, ce sont les personnes extérieures qui vont juger de notre action. Ça fait appel aux valeurs des personnes. Et donc, ces personnes qui vont se retrouver dans les valeurs que nous, on propose via nos actions, elles vont potentiellement bouger, nous rejoindre, etc., etc. Mais le fait de ne pas dire on a la vérité, on a la solution, pour nous, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'on ne veut pas construire un monde où les gens suivent un gourou, mais on veut des personnes qui sont libres, qui pensent par elles-mêmes et qui ont une capacité d'analyse critique pour utiliser au mieux l'intelligence collective et faire émerger un monde qui est désirable.
Et qui sera déjà vivable. Et qui sera déjà vivable. Voilà. Donc c'est important d'avoir ce recul et la non-violence c'est aussi basé sur Gandhi disait le satyagraha, c'est la recherche de la vérité. Il y a une certaine un peu aussi franchise, on ment pas par exemple, la transparence, que ce soit une honnêteté intellectuelle. On ne diffuse pas de fausses informations, on partage les faits et on a des stratégies, c'est sûr, on est aussi des stratèges, mais on ne ment pas. Oui, il n'y a pas de dissimulation. Il n'y a pas de dissimulation, voilà. Et ça, c'est important parce que on est dans un monde qui est complètement en perte de repères. C'est très compliqué aujourd'hui de se construire. Et donc, la non-violence, c'est vraiment un chemin. C'est une boussole, mais ça ne va pas nous dire exactement où est-ce qu'il faut marcher. Et ça, c'est à nous de le trouver collectivement. Et c'est ça, tout l'intérêt, pour moi, de cette approche. Oui. Et ça, c'est un travail concret dans toutes vos réunions. C'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est que c'est une perpétuelle remise en question. Il y a toujours des bilans par rapport aux actions qui ont été faites, et puis comment améliorer, tout ça. Et alors, on associe souvent, à tort donc, non-violence et passivité, mais vous dites, et ça, je trouve ça très très intéressant, parce que c'est aussi quelque chose auquel j'adhère vraiment, cette idée-là. Vous dites que la non-violence est le contraire de la passivité. Je cite, « La capacité de résignation des humains est bien plus grande que leur capacité de révolte. Pourtant, la passivité face au bafouement des droits humains, par coopération consciente ou inconsciente, rend complice. » C'est quand même c'est une notion grave. C'est philosophique en fait comme question. C'est philosophique. La non-violence amène aussi à la philosophie, ah oui, clairement. C'est évident. Oui. Et c'est aussi une manière d'aider à penser la vie, oui. De réfléchir à la non-violence. Il y a une citation qui est si je ne bouge pas, je ne peux pas sentir mes chaînes. Et c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a le mot inconscient qui est important, parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser les gens. C'est un appel à se dire, en fait, on peut vivre dans un monde meilleur et tout le monde, absolument tout le monde, peut faire quelque chose pour faire changer les choses à son échelle, dans ses capacités. Mais ce qui est le plus facile, ce qui est le plus facile, une voie qui, en tout cas, est la mienne, c'est le travail au sein du collectif. Parce qu'il permet de décupler les forces, de décupler nos forces. La puissance d'une seule personne, elle est démultipliée, en fait. Et sortir de la violence... alors, là, on n'est pas dans l'action non violente, mais donc, énormément de femmes subissent des violences quotidiennes. Il y a encore des féminicides en France. Et il y a un décompte qui est fait notamment par nous toutes. Et le mouvement Nous Toutes. Le mouvement Nous Toutes. Oui. Et les femmes, on a beaucoup plus de chances de s'en sortir quand on trouve une association, quand on trouve d'autres femmes qui vont nous aider à sortir de ce système de violence que si on est seul. C'est très difficile de sortir de la violence quand on est seul. Et donc le mouvement Nous Toutes milite justement pour qu'1 milliard d'euros soit débloqué au niveau du gouvernement pour donner des formations dans différentes institutions, faire des programmes de sensibilisation pour arrêter la violence faite aux femmes, pour arrêter de déconsidérer les femmes, pour faire tomber les systèmes de domination patriarcaux et accueillir les femmes, que ce soit quand elles portent plainte, que ce soit d'avoir des logements qui soient disponibles, parce que quand on part de chez soi, il faut avoir un endroit où habiter. Partir pour aller dans la rue, mais c'est une folie. Voilà, donc, et puis souvent, il y a une menace qui suit. Et il y a une menace qui suit. Il faut pouvoir être à l'abri. Il faut qu'elle soit protégée. Donc tous ces systèmes doivent être mis en place, ils doivent être renforcés. Et il y a besoin de financement pour ça. Et l'argent, on peut le trouver. C'est encore une histoire de courage et de volonté politique. Oui. Et c'est le cas de tout. Parce qu'on a les solutions pour tout. On a les solutions contre le dérèglement climatique. On sait exactement ce qu'il faut faire demain si on veut changer complètement nos manières de vivre et donner les moyens
à toute la population d'utiliser moins sa voiture, de vivre en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre. Oui. Ça, c'est une question de volonté politique. Et c'est pour ça qu'on a besoin, que plus le nombre de personnes qui vont s'engager, passer à l'action et dire non, on refuse de continuer à faire ça parce qu'en fait, c'est pas possible et c'est pas viable, plus ce nombre sera grand et plus le changement arrivera vite. Parce que ce changement, il arrivera. Mais il arrivera peut-être trop tard. C'était justement la phrase que j'avais notée juste après. Vous écrivez qu'une des facettes qui caractérise la non-violence est d'apprendre à dire non. Non aux injustices, non aux discriminations, non à la destruction de la planète. Apprendre à dire non, ça semble simple, mais ça peut être le chemin de toute une vie aussi. Hein. Exactement, ça peut être le chemin de toute une vie. Et en tout cas, dans mon expérience personnelle, j'ai vraiment renforcé ma capacité à dire non grâce à la pratique de la non-violence. Et surtout, ça m'a permis de me rendre compte de violences que je ne voyais pas ou que je ne voyais pas peut-être consciemment de les identifier. Ou inconsciemment, de les identifier et de pouvoir aussi me révolter et de aussi même individuellement d'être capable d'agir quand on voit une violence dans la rue alors qu'avant je l'aurais pas fait. Et ça, ce sont des changements, des déclics aussi réguliers qui s'opèrent notamment quand on prend cette bifurcation-là. Oui. Et c'est vrai que dire non, c'est parce que quelquefois, on peut comprendre que on ait peur d'intervenir si on voit quelqu'un se faire agresser ou que les gens puissent avoir peur de prendre un coup si l'agresseur est armé avec une arme blanche ou je sais pas. Mais c'est pas toujours des situations aussi extrêmes parce que sur les discriminations, sur le racisme, qui n'a pas vu, n'a pas assisté. Enfin moi, quand j'ai travaillé à une époque en intérim dans beaucoup d'entreprises, c'est quand même quasiment quotidien. On peut, si on ouvre les yeux, les oreilles, franchement, à une table de cantine, dans un bureau, dans un service, c'est bien rare, même sur une mission d'intérim de 2 ou 3 semaines, de ne pas voir. Et là, faut quand même se poser la question, est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on se manifeste? Ou est-ce qu'on manifeste le fait qu'on est en désaccord avec ce qu'on a sous les yeux, avec ce qui est en train de se passer? C'est sûr que ça demande du courage, c'est sûr que c'est pas toujours facile parce qu'on peut avoir peur pour son propre emploi, pour tout ça. Oui. Il y a tout un tas de choses. C'est pas l'idée de dire que c'est facile. Mais je pense que si chacun exploitait quand même sa marge de manœuvre qui ne nous met pas forcément tellement en danger et disent non à chaque fois que c'est nécessaire, ça pourrait faire quand même déjà beaucoup progresser les choses. Après, c'est aussi surtout, et notamment dans les entreprises, le rôle des syndicats. Oui. Les syndicats ont un énorme rôle à jouer aussi dans la prévention de ces discriminations et de ces violences quotidiennes. On peut prendre l'exemple des femmes de l'hôtel des Batignolles, ces femmes de ménage qui ont fait grève pendant plus d'1 an pour obtenir gain de cause, donc une revalorisation de leur salaire, et qui n'ont rien lâché pendant 1 an. Mais ces femmes, elles sont extraordinaires. Oui. Et donc, d'ailleurs, Rachel Keke, qui vient d'être élue, donc était candidate de la NUPS et vient d'être élue au gouvernement. Et donc, non seulement, en fait, elles se sont mises tout ensemble et elles ont tenu, mais en plus, ça illustre une autre partie d'un des arguments qu'on développe sur la non-violence, c'est que la lutte mène toujours plus loin que l'obtention de notre première revendication. Oui. Et donc cette femme de ménage devient députée. Oui. Et en fait, il y a une émancipation qu'on trouve dans la lutte qui est une reprise de pouvoir de sa vie propre, mais aussi pour la communauté, pour la société, qui est absolument incroyable. Ça, c'est une phrase que j'avais aussi notée, tu vois, page 149. Vous dites aussi que la récupération du pouvoir citoyen procure une énergie vitale à l'évolution vers des sociétés plus justes et égalitaires. Alors, super important aussi, page 165. Donc je lis « Les procès politiques d'activistes sont des opportunités pour pousser la justice à jouer un rôle dans l'évolution de la société. » Et vous écrivez « Les tribunaux sont de plus en plus nombreux à placer la légitimité d'une action au-dessus de son illégalité. Lorsqu'une action de désobéissance civile devient légitime aux yeux de la justice, c'est le curseur de la normalité qui se déplace et ouvre la voie à une évolution sociétale. »
C'est profond. Moi, c'est pour ça que j'avais été enthousiasmée quand j'ai entendu parler de notre affaire à tous au début, parce que je me disais, c'est vraiment comme les personnes qui se battent aussi. J'ai fait plusieurs podcasts pour obtenir la reconnaissance du crime d'écocide. C'est aussi un levier, le droit, faire avancer. Alors, il y a faire avancer le droit en lui-même, et puis il y a par des procès faire bouger au travers de décisions de justice les consciences en fait, et qui font qu'effectivement ce qui est normal, pas normal, le curseur bouge quoi. C'est un curseur à faire bouger. Oui. La justice a aussi un rôle à jouer dans l'évolution de la société par les lois qu'elle fait appliquer et les lois qu'elle va décider de rendre caduques. Oui. En relaxant Cédric Herrou, par exemple, on a consacré le devoir de fraternité qui est dans notre Constitution et dans notre devise républicaine. Et qui était bafoué. Qui était bafoué. Donc, il y a régulièrement des relax, des décisions de justice qui font date. Et quand tout à l'heure je parlais des décrocheurs de portraits, oui. Donc Fanny et Pierre, qui sont deux activistes d'ANV COP21 Lyon, ont été relaxés pour état de nécessité parce que le juge a estimé que l'action de décrocher les portraits du président de la République pour dénoncer son inaction climatique répondait à une impraticabilité du dialogue entre le gouvernement, Emmanuel Macron et les citoyens, et que vu l'urgence climatique et vu les manquements de l'État en matière d'objectifs, de mesures concrètes dans les politiques publiques pour atteindre les objectifs affichés en termes de climat, eh bien, l'action était légitime et donc répondait à l'état de nécessité. Et ça a été un séisme dans le monde juridique. On en a parlé partout sur les plateaux télé. Et ça, ce sont des décisions de justice qui font date et qui font évoluer les consciences. Oui. Donc on ne fait pas bouger la loi en elle-même, mais par contre, on déplace des choses dans les mentalités, dans ce qui est acceptable, dans ce qui n'est pas acceptable. Et ça va de pair avec la décision de l'affaire du siècle et de plus en plus de personnes se rendent compte de l'inaction du gouvernement en termes de climat et de justice sociale également. Et ça, c'est aussi grâce aux activistes qui mènent des actions ou qui font des recours juridiques. Eh oui. Et vous développez aussi beaucoup le respect de l'adversaire, ce qui n'est pas très courant par les temps qui courent. On est plutôt dans les grosses confrontations bien frontales, que ce soit dans le monde réel ou sur les réseaux sociaux. Alors du coup, on en est étonné de lire ça. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que déjà l'adversaire qu'on se choisit, on ne choisit pas pour personnellement, on choisit pour sa fonction. Quand on interpelle Patrick Pouyanné, c'est parce qu'il est président de Total et que donc il a un pouvoir et qu'il peut l'utiliser pour reconvertir son entreprise ou pour continuer à extraire des énergies fossiles et à être à la tête d'une des plus grosses sociétés pollueuses de la planète. Ça, il peut le décider en tant qu'individu. Mais ce qu'on attaque, c'est sa responsabilité, la responsabilité que lui confère sa fonction. Oui. Et le pousser à en prendre conscience d'une façon plus aiguë. Par en prendre conscience. Et pourquoi ? Parce que on veut pas faire tomber des têtes. On veut changer le cœur du système. On veut que sa place, elle ne soit pas désirable, que personne ne veuille la prendre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, travailler chez Total, c'est beaucoup moins glamour qu'avant. Dans mon école d'ingénieur, tout le monde voulait travailler chez Total. Ah oui ? Beaucoup de mes camarades voulaient travailler chez Total parce que Total, c'était génial. Mais pourtant, c'était, si je peux me permettre, en quelle année ça doit pas être c'était en 2008. Ah oui. Les choses changent assez vite. Oui. Et maintenant, Total a du mal à recruter. Oui. Donc, on voit vraiment l'intérêt d'attaquer le système en lui-même plutôt que d'attaquer les personnes. Après, on peut interpeller personnellement, mais avec le respect. Pourquoi le respect ? Parce que c'est aussi un moyen d'arrêter d'alimenter la violence qui existe dans notre société. C'est ne pas créer de désir de revanche, de haine, etc. Et c'est rendre le dialogue possible.
entre les personnes. Parce que quand on est dans une interpellation violente, on génère une réaction épidermique ou instinctive qui va être potentiellement violente très souvent. Et en tout cas, ça ne donne pas envie de discuter. Or, le dialogue est aussi important parce que donc, une des forces de la non-violence, c'est la force de persuasion qui est associée à la force de contrainte. Donc c'est pour ça qu'on crée des rapports de force dans nos luttes pour que notre adversaire ait plus intérêt à accéder à nos demandes qu'à continuer. La Société Générale, par exemple, il y a une campagne qui avait été menée par les Amis de la Terre et BC pour les faire sortir d'un projet de financement d'une mine de charbon en Australie. Et en fait, à force de faire des actions, à force de multiplier la diversité des modes d'action, la Société Générale est sortie du projet alors qu'elle perdait énormément d'argent. Parce qu'on est arrivé à un moment où elle a tellement à perdre avec son image. C'est ça, en termes d'image, oui. Qu'elle n'a pas le choix. Et en même temps, le projet était devenu tellement impopulaire parmi les salariés qu'il y avait des salariés qui avaient pris position aussi à l'intérieur de la banque. Et le directeur d'une agence dans laquelle les actions ont été faites par les activistes, lui non plus, il ne voulait plus le projet. Et en fait, on arrive à un moment où les gens entendent le message et donc passent au-delà de l'étiquette qu'on peut avoir au début de militant, écolo, un peu relou. Enfin, voilà. Mais parce qu'il y a un gros travail d'information aussi. Exactement. C'est pas justement, il n'y a pas de fausses informations pour arriver, comme je pense à certaines... on a tous en tête maintenant, depuis les procès par rapport à Monsanto, mais avant à l'industrie du tabac, toute cette dissimulation qui a été faite par des multinationales pour continuer à vendre un produit, cette malhonnêteté, en fait, pour influencer des décisions, sont pas des méthodes utilisées aujourd'hui par les mouvements dont tu fais partie. Ça ne se base pas sur de la manipulation d'informations. Donc ça se base au contraire par établir des faits. Alors cette information qui est indéboulonnable, qui est dans notre intérêt à tous, dans l'intérêt collectif. C'est pas pour l'intérêt de comptes bancaires d'un tel ou un tel ou de telle ou telle société. C'est vraiment l'intérêt collectif. Donc ça finit aussi, je pense, par toucher les gens. Et ce qui est important aussi, c'est de laisser une porte de sortie à l'adversaire pour ne pas l'humilier. Parce que l'humiliation peut... Bon, déjà, c'est pas du tout non violent. Oui, ça génère aussi, pareil, d'un désir de revanche, de vengeance, de haine. Et parce qu'il faut qu'il ait intérêt à accéder à nos demandes à un moment, ou alors qu'il au moins qu'il n'ait pas trop à perdre. Et ça c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui est important dans les luttes qu'on mène, d'avoir une porte de sortie. Digne. En fait, une porte de sortie digne. Une porte de sortie digne, voilà. Oui. Et on s'aperçoit aussi à la lecture de ce livre que la non-violence demande de cultiver une certaine noblesse de comportement. Hein. Je pense qu'on commence à le comprendre au travers de cette discussion aussi, de comportement en tant qu'être humain. Et en fait, je me disais en lisant tout ce que vous décrivez, de comment vous vous préparez, de tout ce qui est mis en place pour mieux justement interagir ensemble, quasiment de cet entraînement que vous réalisez pour une future société qui serait mieux vivable. Cette noblesse de comportement en tant qu'être humain qui semble très très loin de la violence qui se répand partout depuis quelques années dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Donc cultiver une noblesse intérieure, travailler pour ne pas céder à nos propres emportements, ne pas mépriser, comme tu viens de le dire, respecter l'adversaire. C'est en cela que vous pensez que cela crée en amont une société qui pourrait être meilleure, que ça pose les bases dans ce travail que vous faites sur vous-même, en fait, que l'on fait sur soi-même. Oui, en fait, et c'est pour ça que... C'est quand on dit on préfigure le monde dans lequel on vit, c'est ça, c'est la manière de militer dans
dans l'approche de la non-violence permet de nous changer, nous aussi. Et c'est j'ai envie de dire, c'est un combat de tous les jours. Hein. On peut pas dire, je peux pas dire, moi, je suis non-violente, en fait. J'essaye, dans la mesure du possible, de pas blesser les gens, etc. Mais en fait, on est en permanence, on se comprend mal. Parce qu'en tant qu'être humain, on a toutes ces pulsions là aussi, de colère qui peuvent se traduire en violence. C'est un entraînement permanent, en fait. Exactement. La non-violence nous permet de mobiliser la colère pour l'utiliser dans une énergie créatrice, de transformation grâce à nos actions. Dans la construction, pas dans la destruction. Dans la construction, mais aussi dans la résistance aux projets qui ne doivent plus, qui ne sont pas du tout en adéquation avec un monde vivable. Et c'est aussi le savoir utiliser notre agressivité, qui est absolument aussi nécessaire à se mettre en mouvement, mais l'utiliser dans cette optique de création et de mobilisation. C'est en fait vous utilisez l'énergie de la colère, mais vous en faites quelque chose de constructif. Exactement. On utilise toute cette énergie qu'on a en nous, qui peut être très négative. En fait, on l'utilise pour faire du positif. Et ça ne permet pas, je pense, de l'atténuer, parce que il faut qu'elle soit là. L'indignation est nécessaire, l'agressivité est nécessaire, la colère est nécessaire, mais on va les transformer dans des stratégies de lutte qui sont puissantes, dans des actions qui vont nous mobiliser entièrement et qui vont bloquer concrètement des projets qui n'ont aucun sens et qui vont faire évoluer la société en même temps qu'elles nous font évoluer nous-mêmes. Oui. C'est en cela que je trouve que c'est vraiment très profond, bien plus que ce que l'on peut imaginer avant de lire ce manifeste pour la non-violence. J'aimerais terminer en citant encore une phrase, page 251, que je trouve vraiment très belle, justement, qui rejoint ce que tu viens de dire. Cette rage, il faut la garder dans son cœur et l'utiliser comme un moteur, la caresser quand elle est essoufflée avec la bienveillance qu'on accorde à un enfant et préserver notre âme sans la laisser se gâter par la médiocrité. C'est beau. C'est un très très beau programme. Bravo. Merci. Je vais rappeler donc le titre, Manifeste pour la non-violence. C'est donc coécrit par Pauline Boyer et Johan Nassens. Voilà, c'est un petit livre de 250 pages qui coûte 11 €, donc ça reste abordable pour un contenu extrêmement dense, riche. Et franchement, il y a à la fois des expériences, des exemples concrets et aussi des passages qui justement sont proches de l'essai philosophique et qui élèvent l'esprit. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a inspiré. Donc, c'est aux éditions Charles Léopold Meyer. Je vais mettre, comme d'habitude, dans le descriptif de ce podcast, le lien direct pour, si vous souhaitez, chères auditrices et auditeurs, acquérir dès maintenant ce formidable petit guide. Je dis petit parce que le format est petit. C'est un format, un peu poche, comme ça. Voilà, qui est pratique à transporter. Et donc, je vais mettre le lien vers le site des librairies indépendantes. Oui, pas sur Amazon. Hein. vous pourrez acquérir. C'est drôle, souvent les gens que je reçois sur So Sweet Planet me font cette réflexion. Bon, et d'ailleurs, j'avais pas prévu cette question, mais vous en êtes où à la base? Parce qu'il y a un moment, vous aviez un problème de local, j'ai suivi sur les réseaux sociaux. C'est réglé ou? Alors, la base Paris est en train de fermer ses portes. C'est ça. Et on cherche un nouveau lieu. Ah. Donc, c'est un appel à un nouveau lieu dans Paris. Ok. Pour avoir un lieu un peu central. Et la deadline, ça va être quand? C'est maintenant. Oui, c'est ça. C'est le mois de juin, oui.
Voilà, et donc c'est un endroit formidable moi j'étais allée faire une interview de Marie Pochon à l'époque, au début de Notre Affaire à tous, dans ce lieu, dans le 10e arrondissement, et franchement c'est super parce qu'il y a plein d'animations et ça a créé une vie de quartier. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes, mais beaucoup de jeunes qui viennent là, qui trouvent une structure en fait, et des bases, parce que c'est important de structurer tout ça. Donc on lance cet appel, la base qui réunit beaucoup d'associations très importantes par rapport aux enjeux dans lesquels nous sommes actuellement, en France et sur la planète. Donc beaucoup de gens qui se mobilisent très sérieusement. Donc si vous avez des pistes pour un nouveau local pour la base, si quelqu'un d'ailleurs a soyons concrets tout de suite, si quelqu'un souhaite vous contacter, ils vont sur les réseaux sociaux, ils peuvent vous envoyer un message directement. Voilà, sur Alternativa Paris notamment. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on n'aurait pas dit qui serait important avant de terminer, qu'on aurait oublié ou que tu souhaiterais mentionner ? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Un peu le tour. Peut-être, dans le livre, c'était important pour nous d'avoir d'autres paroles. Et donc, c'est aussi une rencontre avec différents militants et militantes qui luttent en Afrique, en Colombie, au Liban et dans plein d'autres endroits du monde. Voilà, en tout cas, c'est réjouissant et c'est puissant. Et à une époque où on se sent un peu décontenancé, désabusé, quelquefois découragé, et on se demande quelle voie emprunter pour réussir à faire bouger les choses, c'est vraiment enthousiasmant. Donc, un grand bravo. Merci. Et puis surtout un grand merci Pauline, parce qu'on a fait une longue interview, on est en fin de journée, donc c'est quand même ça demande beaucoup d'attention et de concentration, même si toi c'est des sujets que tu maîtrises bien puisque tu es dedans tous les jours, mais bon quand même c'est du temps, donc un grand merci. Un grand bravo, c'est toujours réjouissant de discuter avec toi et de t'écouter, puisque j'ai été écoutée aussi à plusieurs reprises dans plusieurs endroits, et c'est toujours enthousiasmant, donc vraiment félicitations et merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, écoute, j'espère à une prochaine, je te souhaite une bonne continuation et puis tout le meilleur. Merci, toi aussi. Merci à toi aussi, merci à vous tous pour ce que vous faites. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sosweetplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de So Sweet Planet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.